Heures sur Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Politique c'est net, la présidentielle vue du web. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission sur Twitter avec le hashtag LPCN. Nous attendons vos commentaires. Tout de suite, le sommaire. Au menu cette semaine, à l'issue de l'élection présidentielle, retour sur la nette campagne vue de l'intérieur, vécue par ses acteurs. Vie ma vie de responsable web politique, c'est le débat du club des gazouilleurs. À suivre nettement plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Le zapping des vidéos et des initiatives citoyennes passées au scanner par Paul Bouffard. Angela Merkel déprime, l'euro fait une crise cardiaque. La chaîne de télévision taïwanaise NMA parodie en ligne la victoire de François Hollande. Au menu de la vidéo en 3D, imagination et ironie. Avec François Hollande, fini l'austérité. Armé de son pistolet laser, il pulvérise les riches et leur dérobe 75% de leurs biens. L'euro n'a qu'à bien se tenir, les vieilles monnaies européennes sortent de leur tombe. Et selon la chaîne taïwanaise, c'en est fini du système Merkozy. Il est venu seul dans ce club sombre de la capitale. Sur fond de musique électro, le nouveau locataire de l'Elysée se dévoile juste avant son élection. En ligne, ça donne ça, une interview pas comme les autres, quasi psychanalytique par le blogueur et chasseur de tendance Dark Planner. Dans le cabinet des curiosités, François Hollande se lâche. Il révèle les fondements de sa victoire, son inspiration dans la culture Obama et pousse vers le philosophique, son rapport à l'esthétique. Il y a une esthétique du pouvoir. Celui qui a une fonction élective, encore davantage quand elle est au plus haut niveau, il doit montrer qu'il est digne de la confiance qui lui a été donnée. On ne peut pas se comporter, enfin moi j'ai pris cette position, on ne peut pas se comporter comme n'importe qui, n'importe comment. Sarkozy et Hollande qui chattent sur Facebook, Carla qui poque François, eh bien oui c'est possible, enfin seulement sur la nouvelle page imaginaire et parodique de François Hollande. L'idée est signée Gonzague, trublion de la toile. On y découvre la nouvelle photo du vainqueur, likée immédiatement par Jacques Chirac. Ségolène Royal tente de reprendre contact, mais Valérie monte la garde, jusqu'au moment où DSK fait irruption. Dur d'être le nouveau président sur Facebook, surtout quand il demande Barack Obama en ami. Sur la toile, place à la passation de pouvoir version numérique. Les comptes Dailymotion, Facebook et Twitter sont désormais gérés par l'équipe de François Hollande. En quelques jours, on passe du site de campagne au site de transition pour finir sur l'Elysée.fr. La page internet du palais est vidée. Immédiatement, la photo du nouveau chef de l'État est publiée, en attendant le traditionnel portrait officiel. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Mathieu Lamarre, bonjour. Vous êtes le responsable web de François Bayrou, vous l'êtes toujours. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Arnaud Champremier Trigano, vous êtes l'ex-directeur de la communication de Jean-Luc Mélenchon, patron d'une agence de communication qui s'appelle Mediascope, j'ai bon. Et vous étiez aussi journaliste, je ne sais pas si vous l'êtes encore toujours. Pour l'instant non, mais ça va peut-être revenir. Enfin, un habitué, Benoît Thiolin, bonjour. Vous êtes directeur de la Net Squad, une agence web, et vous avez participé en 2007 à la campagne de Ségolène Royal à travers Désir d'avenir. Une réaction à cette revue du web, l'échange entre François Hollande et Nicolas Sarkozy sur Facebook vu par Gonzague. Ouais, je trouve ça plutôt marrant. Ce que je note quand même, c'est que la campagne aura quand même été fortement marquée dans, on va dire, son pendant online par la culture du LOL quand même. C'est quelque chose qui a profondément été présent tout au long de la campagne. On a fait une petite étude de l'humour, ouais, mort de rire. la dérision, la discussion, bon, qui est pas déconnectée du sujet politique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des discussions parfois humoristiques qui ont un vrai sens politique. Hein, c'est pas toujours complètement léger, superficiel, mais c'est une constante. Par exemple, on a fait une étude nous sur le live tweet, parce que je pense que ça a été un des phénomènes
phénomène transmédia particulièrement intéressant de cette campagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a une constante extrêmement élevé, c'est-à-dire qu'on a quasiment entre un tiers et la moitié des tweets qui ont été publiés à l'occasion des débats à la télévision, donc ils viennent faire cette espèce de méta-débat qu'il y a sur Twitter en regardant la télévision, bien il y en a entre un tiers et 50% qui sont typiquement de ça, c'est-à-dire on discute, on raille, on fait une blague, on fait un jeu de mots, etc. Temps, non voilà, surtout oui, puis dans un contexte qui est pas franchement rigolo. Je pense que ça fait partie de la, alors dans un contexte qui est pas très rigolo, et puis je pense que ça fait partie aussi des moyens de se réapproprier aussi un peu le débat, de rentrer, de le dédramatiser un peu. Vous, une réaction, Mathieu Lamarre? C'est vrai que ce fait que les gens soient beaucoup dans la blague, dans la petite phrase, etc., c'est aussi une manière de rentrer pour eux dans le débat. On a beaucoup de citoyens qui sont rentrés par là, qui se voyaient pas faire des analyses politiques, mais qui se voyaient rentrer par la petite phrase. Et c'est pour ça que nous, on a fait un choix très tôt dans la campagne, dès le début, de dialoguer avec tout le monde et de répondre à tout le monde, mais aussi aux petites blagues. Donc tous les gens qui pouvaient balancer des critiques, qui balançaient des petites vannes, même à l'encontre de François Bayrou, on allait leur répondre. Donc fallait on avoir engageait la la répartie discussion. quand même. Fallait avoir de la répartie, ça nécessite une liberté de langage et ça nécessite une certaine autonomie aussi au sein de l'équipe de campagne, mais c'est une manière d'accrocher les gens et des gens qui étaient donc dans ces échanges de petites phrases au début, on a eu des débats politiques aboutis avec eux en fin de campagne. Donc pour nous, le pari là-dessus était réussi. On va y venir à votre campagne, ouais. C'est ce qui va suivre. Retour donc justement sur la campagne présidentielle sur le net, à travers le regard de ses acteurs, comment les responsables web des candidats ont vécu cette aventure, quelles étaient leurs stratégies, quels moments forts leur reste-t-il, ont-ils le présidentiel blues? En discussion aujourd'hui, Vimavi de responsable web politique. Alors Mathieu Lamarre, vous, je le répète, vous êtes responsable web de François Bayrou. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous êtes posé, vous avez pris du recul? Pas encore, puisqu'on entame la campagne des législatives. Donc là, on est en train de travailler sur la web campagne législative, en train de livrer des sites clés en main pour nos candidats sur l'ensemble du territoire. Donc on a enchaîné tout de suite, hein, donc pas de pause. même au soir du premier tour, pour ce qui nous concerne, on a enchaîné déjà sur la web campagne des législatives qu'on a commencé à travailler. Mais comment donc ça va nous amener jusqu'au mois de juin. Du premier tour? Déçu évidemment, déçu par le résultat, on espérait davantage. Après c'est le choix des Français, donc être le troisième homme, enfin, François Bayrou. Mais on espérait même être au deuxième tour et c'était quand même l'objectif et c'était le sens de notre campagne. Après, je pense qu'on est quand même heureux des échanges qu'on a pu avoir, notamment sur Internet avec les citoyens. On espère que ces échanges ils vont s'inscrire sur la durée. Pour ça, il va falloir continuer sur les législatives, continuer par la suite. Donc là, on a toute une réflexion aussi sur la transformation de nos outils, qui étaient des outils de campagne, pour que ce soit des outils pérennes forcément. Et vous, Arnaud Champremier, Trigano, vous je sentez suis beaucoup plus comment? détendu parce que c'est fini, donc forcément, on atterrit doucement. Voilà, moi je suis heureux de la campagne. Vous continuez pas sur les Non, nous on n'a pas continué sur. Enfin, l'agence s'arrête à la présidentielle. Donc vous travaillez avec Jean-Luc Mélenchon via une agence? Oui, qui était l'agence donc Mediascope, qui a été créée spécifiquement, qui était une coopérative ouvrière, qui a été créée spécifiquement avec ceux qui travaillaient à la communication de cette campagne et qui va survivre à la campagne et qu'on est en train de développer, de repositionner. Nous, on est content de la campagne qu'on a menée, en particulier sur l'aspect communication et web, où on a été assez largement encouragé et félicité. On va y venir, mais comment vous vous sentez là aujourd'hui? Il y a un flottement, là ça fait 15 jours, 3 semaines, je commence à atterrir, mais c'est-à-dire que pendant une année, parce que nous on avait démarré en avril dernier, hein, donc on avait fait vraiment un an complet, pendant une année on est totalement projeté sur une date. Et projeté collectivement. Et moi, j'ai un souvenir à un moment donné dans l'open space, je dis c'est dans combien de jours? Et tout le monde répond dans 88. C'est-à-dire que 88 jours avant, déjà, tout le monde était sur le compte à rebours de cette journée-là. C'est comme les prisonniers qui Exactement. cochent les et donc, jours. quand cette journée arrive, le lendemain, on ne sait pas quoi faire, alors que pour le coup, du lever au coucher, on était occupé de façon très dense tous les jours. Donc, il y a une espèce de vide sidéral qui peut être tantôt une dépression, mais je ne l'ai pas encore vu venir, mais il paraît que ça vient plus tard, donc je m'en vends un tour. La période de démobilisation est une période terrible quand même pour les équipes. Enfin, moi, pour l'avoir vécu vraiment directement il y a 5 ans et l'avoir un peu plus suivi. Alors, je pense que c'est pas tout à fait la même chose quand on perd et quand on gagne. Mais dans tous les cas, une campagne, c'est d'une intensité absolument incroyable. On est vraiment dans une aventure qui mobilise 24 heures sur 24. Et effectivement, qu'on ait gagné, qu'on ait perdu, de toute façon, il y a une baisse de régime qui est terrible. Alors, la différence, c'est que pour une partie de ceux qui ont gagné,
ils vont probablement poursuivre dans des cabinets, dans des choses. Donc il peut y avoir une prolongation. Mais pas tous. Vous savez qu'il y a beaucoup de déçus dans une campagne. Et la période qu'on vit en ce moment, je pense, est dure pour ceux qui ont perdu, parce que ils se retrouvent avec beaucoup moins d'activités. C'est difficile. Aussi, et elle aussi dure pour ceux qui ont fait la campagne, parce qu'il est évident qu'il y a la bataille pour les postes, où est-ce qu'on va être, etc. Donc je pense que c'est des périodes qui sont très très difficiles. Et effectivement, je plains, mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir gagné. Et comment est-ce qu'on devient responsable web d'un candidat? Vous, c'est quoi, c'est votre Ça s'est parcours, fait presque Mathieu? par hasard, j'ai envie de dire. J'étais dans le journalisme, la presse écrite, donc pas du tout web. J'avais une petite expérience web après pour une collectivité. Et j'avais un parcours militant, bien évidemment, un parcours d'élu local. Je suis maire adjoint dans l'Essonne, à Bure-sur-Yvette. Et donc, de fait, ils étaient en train, 1 an et demi avant de réétoffer les équipes, reconstruire les équipes au sein du mouvement démocrate à l'époque. Et c'est comme ça que le directeur de la communication m'a proposé d'abord de prendre un café, de discuter et de fil en aiguille, voilà, de venir dans l'optique de la présidentielle pour restructurer les outils, restructurer la stratégie de contenu sur Internet, se développer sur les réseaux sociaux parce qu'1 an et demi avant, on ne l'était pas encore. Et donc, commencer à travailler. C'est vrai qu'on toute l'équipe vient dans l'optique de la présidentielle. Et c'est vrai que du coup, il y a effectivement quelque chose qui retombe à la fin, puisqu'on est tous là pour cette date-là, on va pour cette date-là jusqu'au bout. Et puis au lendemain, on reprend un régime de partis politiques ou de mouvements politiques ou d'équipes de candidats qui n'est plus candidat. Et forcément, il y a une baisse de régime qui est un peu surprenante au début. Presque. En tout cas, il faut une cellule de reclassement. Il y a des cellules. Enfin, nous, à l'époque, je me souviens, on avait mis en place une cellule de reclassement pour s'occuper de recaser et d'aider les gens à retrouver du travail derrière. C'est un gros boulot. Et effectivement, c'est difficile parce qu'encore une fois, on goûte quand même à quelque chose de complètement dingue. C'est dingue une campagne, ça rend fou. Il n'y a plus de question de limite. On a beaucoup de moyens, on peut faire plein de choses. On peut mobiliser. Non, on n'a pas beaucoup de moyens. Ça, on n'a pas fait de moyens. On parle pas forcément de moyens numéraires, mais on peut mobiliser les gens. Je veux dire, d'habitude, quand vous dites on voudrait les distribuer des tracts dans toutes les rues en plein milieu de... Bon, vous avez du mal. Tout d'un coup, en campagne, tout le monde est mobilisé. Vous avez des capacités de mobilisation et d'énergie qui sont incroyables, quoi. Et effectivement, au lendemain, tout ça disparaît. Donc, psychologiquement, je pense que ça peut être effectivement une épreuve. Et vous, Arnaud Champremier-Trigano, comment vous êtes devenu directeur de la communication de Jean-Luc Mélenchon? C'est pas tout à fait le même parcours moi j'avais été militant, Mathieu mais bien Lamar. longtemps avant, et pas aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, au PS à l'époque, enfin à l'UNEF et au PS. Et puis j'avais une agence de communication, j'avais une expertise sur le web. J'avais suivi ici même Jean-Luc Mélenchon quand il avait quitté le PS. Ici même au Sénat, pas sur le plateau de Public Sénat, je précise. Où j'avais fait la première web-série politique, donc en suivant pour expliquer son départ du PS. C'est à cette occasion qu'on s'était rencontrés, qu'on avait travaillé ensemble une première fois. Et là, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre. En tout cas, c'est la convergence de vues politique. Et puis, oui, il y a une amitié qui naît. Et du coup, on était restés beaucoup en contact sur des discussions autour de la communication, sur le web, la com en général. Et il y avait cette perspective, c'est-à-dire que s'il était candidat, je me mettais à disposition. Et donc, je suis sorti de mon agence précédente quelques mois avant et j'étais disponible. Et donc, voilà. Alors, vous évoquiez Benoît Thiolin, le Parti socialiste et la campagne de 2007. Venons-en donc au parti majoritaire, si j'ose dire. Les équipes de François Hollande et de Nicolas Sarkozy ont chacune investi 10% de leur budget dans la stratégie web. Durant des mois, elles ont croisé le fer sur le net. Parmi les armes numériques, les ripostes partis sur Twitter, les vidéos sur Facebook. Hollande versus Sarkozy. Les équipes web PS et UMP reviennent sur les temps forts de leur bataille digitale. Paul Bouffard. 2 camps, 2 équipes web et surtout 2 styles en ligne. François Hollande et Nicolas Sarkozy ont croisé le fer par tweet, mail et autres vidéos interposées. L'heure du bilan a sonné. Au QG du gagnant, on se félicite de la bonne entente entre cellules internet et équipes politiques. C'était vraiment une campagne qui était en osmose totale avec les militants. C'est pour ça que je dis que c'était vraiment la traduction Internet de ce qui avait été fait pendant les primaires. C'est-à-dire un parti, et en l'occurrence un candidat, qui s'ouvre complètement à ses militants, à ses sympathisants, ce qui fait que c'est un énorme mouvement de campagne. Et c'est pas juste, comme on a pu le voir à l'UMP, une direction de campagne monolithique, purement descendante, qui envoie une communication très contrôlée, très ciblée, où il n'y a pas rien qui bouge et rien qui remonte, je dirais. De son côté, la France forte a trouvé son outil, la page Facebook du président Sarkozy. C'était le seul à avoir 2 pages, une page classique, une page fan, page like, qui avait au lancement de la campagne plus de 500 000 fans. On a fini à plus de 630 000.
Chez FrançoisHollande.fr, on est 43 personnes à la gestion de la cellule web. C'est aussi plus de 27 millions de mails envoyés. Le nouveau président est au cœur de la web campagne. François Hollande, il fait partie de cette génération intéressante d'élus et de grands élus qui ne sont pas des digital natives, évidemment. Je ne dirais pas non plus que c'est des geeks, mais c'est des personnes qui ont une compréhension aiguë de l'intérêt que peut avoir Internet. 4000 tweets, 30 millions de mails pour l'équipe Internet de Nicolas Sarkozy. Ici, on se souvient de l'implication du candidat. Je me rappelle très bien quand il est rentré dans le bureau, il dit alors, j'ai combien de followers ? Je fais combien d'amis sur Facebook? Et au rayon des anecdotes aussi, on a son épouse Carla Bruni-Sarkozy qui est passée nous voir aussi à la cellule et qui a effectué en fait son premier tweet sur le compte de son mari qu'elle a signé Carla et ça a amusé, ça nous a fait plaisir et ça a amusé un peu les gens qui nous suivaient puis certains commentateurs aussi. Depuis quelques années, on scrute Barack Obama et sa manière de conquérir la toile. En 2012, certains revendiquent l'exemple de l'oncle Sam, d'autres non. Donc ça, c'est vraiment hérité des méthodes Obama. Une vision centralisée, on fait le dispatching vers les militants pour les mettre là où il faut. Plutôt que de vouloir singer une campagne qui avait déjà 3 ans ou 4 ans d'âge, voire 5 puisqu'il a mené campagne en 2007, on a cherché à innover, à développer nos propres outils pour faire la différence et pour aussi épouser les circonstances de cette élection. Au final, chaque équipe garde en mémoire son moment fort. Au Parti Socialiste, c'est la riposte party. À l'UMP, c'est le lancement du compte Twitter de Nicolas Sarkozy. Ça a été un peu la soirée de tous les records déjà, donc plus gros rassemblement d'activistes numériques, à mon avis, jamais fait en France pour une campagne politique au même endroit. Des records battus dans l'émission de messages, de tweets, de coloration positive des messages sur François Hollande. Mais un moment qui est marrant, je me rappelle très bien, c'était le mercredi avant de lancer le site. Et le mercredi matin, on a lancé le compte Twitter de Nicolas Sarkozy. Alors là, on a vu la courbe grimper. Après une campagne web plus qu'intense, certains vont peut-être continuer leur travail à l'Elysée. Pour d'autres, c'est le présidentiel blues. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. Transition blues aussi. Alors Arnaud Champremier Trigano, vous n'aviez pas les moyens du Parti Socialiste et de l'UMP. Vous disposiez de quoi comme moyens vous? Nous, on avait, alors c'était 2 millions, entre 2 millions et 3 millions pour le PS et l'UMP sur le web. Et nous, on avait entre 2 et 3 millions pour l'ensemble de la campagne, comprenant les affiches, les meetings et tout. Et pour la partie web, on était à 200 000 et on a un peu rajouté 50 000 euros sur la fin, ce qui nous monte à 250 000 euros sur le web. Alors comment on fait quand on a 2 mastodontes? On fait totalement différemment, c'est-à-dire que nous on s'est vraiment positionné, nous on est parti du constat qu'il existait une force politique en sommeil sur le web pour nous. C'était ceux qui s'étaient mobilisés autour du référendum, autour du non de gauche au référendum. Et donc on s'est dit voilà, tout le pari est de réussir à réactiver ça. Voilà. Et de réactiver ça. Et donc on a créé des outils qui étaient plus des réceptacles, des choses qui permettaient de faire de la vigilance et de mettre en avant ce qui allait être produit. Et le site Place au Peuple était un site dont le contenu n'était pas produit par nous, mais qui était agrégé du contenu de blogueurs. Tout était pensé comme ça. Et quand ça s'est réveillé, on avait tous les dispositifs pour valoriser ce qui nous était envoyé. Et donc ça a pris une ampleur jusqu'à le clip de Victoire machin là, bon voilà, qui montre qu'à un moment donné c'est devenu. Victoire machin, vous pouvez expliquer aux téléspectateurs. Le clip de je sais plus son nom, c'est pour ça, Victoire qui avait fait un clip sur Mélenchon, bon qui était en fait un fait d'une agence. Fille, voilà. Comme si ça avait été fait pour Poutine ou pour Obama, donc voilà, on y a eu droit. Et là, on s'est dit ce jour-là, à la fois c'est totalement grotesque et c'est loin de ce qu'on veut défendre, mais en même temps, c'est l'expression qu'on a réussi à créer une vague suffisamment forte pour que tout le monde ait envie de surfer dessus, y compris une agence qui veut se faire de la pub. Donc le signe était révélateur du succès de ce qu'on avait essayé de stimuler, et ça avait été pensé non pas comme la campagne d'Obama ou comme une campagne électorale, mais ça avait été pensé sur les modèles des printemps arabes ou des mouvements indignados, c'est-à-dire que c'était vraiment beaucoup moins organisé, beaucoup plus horizontalisé, et que la viralité était pensée comme ça. Donc un peu bordélique aussi, si j'ose dire. Oui, et puis beaucoup moins contrôlé. Moi, au début, c'était compliqué quand ils ont commencé à voir ce qu'on mettait sur le site de campagne
et qui nous ont dit faut changer tel mot, faut changer tel truc. On leur a dit mais c'est des blogueurs qui écrivent, c'est pas nous. Donc très 2002 en fait. Culturellement, il fallait vraiment faire passer ça et très 2002-2007, Benoît Queurin. Oui, il y a un côté assez participatif. Alors cela étant dit, en fait, au PS et l'UMP, mais enfin surtout au PS, il y a une partie de la campagne qui a énormément ressemblé à ça. Tout ce qui était autour de la Riposte Party était totalement distribué, décentralisé, etc. Mais effectivement, ça dépend de quoi on parle. Pour les sites internet, mais quand même relativement contrôlé. Les Ripostes Party, non, par définition, c'était pas particulièrement contrôlé. D'ailleurs, il y a des dérapages. Enfin, il y avait pas forcément les relais et les retweets qui étaient faits. Quel type de dérapage? Beaucoup de blagues, beaucoup d'escarmouches. Parfois, d'ailleurs, le sujet tombe et se troll. Enfin, je veux dire, il y a des moments quand on regarde le débat puis quand on regarde les militants, c'est pas forcément. Voilà. Donc, mais c'est normal quand on arrive à mobiliser ce troll, c'est-à-dire va monopoliser la parole pour faire passer des idées pas forcément hyper constructives. Est-ce que j'ai bien défini la notion de trollisme? Et donc voilà, non, c'était pas particulièrement maîtrisé. Mais effectivement, tout n'était pas organisé sur ce mode-là. Obama l'a montré en fait, probablement un des premiers, que il y a des poches où on laisse les gens très autonomes, ils sont sur le terrain, ils font leur campagne, etc. Mais en même temps, on centralise un certain nombre de messages descendants, on fait du reporting. Et là, sur ce plan-là, c'est très contrôlé, très maîtrisé. Il y a les deux, en fait, dans une campagne. Il y a des partis complètement libérés, laissés à la discrétion des militants et des sympathisants. Et puis, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, effectivement, les équipes contrôlent un peu plus. Et vous, Mathieu Lamarre, vous étiez assez libre. Comment ça se passait? Quel a été l'axe de votre stratégie nette? On a vu que vous aviez été très présent sur Twitter. On a eu une vraie chance, effectivement, et je pense que c'est une grosse différence avec les autres candidats, c'est que François Bayrou, en soi, c'est Internet, c'est un média qu'il connaît, c'est un média sur lequel il est, et forcément, je pense qu'il avait une compréhension du sujet qui était sûrement plus avancée que d'autres candidats. Quand j'entends Romain Pigenel parler de François Hollande, qui serait presque un geek désormais, il a dit non, il a pas dit ça. C'est pas tout à fait. Non, mais il a pas dit ça. Non, il a pas dit ça. Au contraire, d'ailleurs, et c'est une grande différence avec la réponse que fait l'UMP. Il dit pas que François Hollande est un geek. Il dit que, d'ailleurs, parce qu'il aurait tort de le dire, parce que c'en est pas un. Et je pense que d'ailleurs, il y a peu d'hommes politiques qui ont fait cette campagne-là, qui en sont réellement. Bayrou est peut-être une exception. Ils n'ont pas une maîtrise totale. En revanche, il a bien compris, parce que beaucoup ont regardé notamment ce qu'a fait Obama. Obama a fait beaucoup progresser dans les consciences d'une certaine génération de la classe politique française, le fait qu'aujourd'hui Internet comptait énormément dans le champ des campagnes. Voilà. Et je pense que. Et donc François Hollande sur le plateau. Et donc François Bayrou, il a une compréhension. Je peux encore utiliser cet adjectif. On a eu quand même donc cette chance-là qui fait qu'on a eu très tôt une validation en termes de budget. Alors pareil, on n'est pas du tout dans les mêmes masses que le PS et l'UMP. Nous, on était à 550 sur le prévisionnel, on a dépensé 551, je crois, sur le réalisé. Donc on était vraiment les plus fauchés de cette campagne, c'est incroyable. Eva Joly était plus fauché que vous. Eva Joly était plus fauché. Poutou aussi, je pense que. Je crois pas sur le web. Oui, Poutou. Philippe Poutou, je pense qu'il avait un peu moins de goût. Autant pour moi. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est vrai que Bayrou avait une bonne relation, notamment en 2007. Il avait fait le Politique Show pendant 3 heures. Enfin, il avait une bonne relation, et probablement assez personnelle de ses partis. Mais c'est vrai que cette fois-ci, malgré ça, on n'a pas senti un mouvement du tout numérique autour de la campagne de François Bayrou. On a eu, je pense, du coup, une certaine liberté très tôt. On a eu, du coup, la possibilité de développer des outils assez innovants. On avait un site web quand même qui se distinguait réellement, graphiquement, esthétiquement de ce qu'on peut voir sur d'autres campagnes d'habitude et ce qu'on peut voir chez les autres candidats. On a pu avoir une certaine liberté sur les réseaux sociaux. On est les seuls qui avons pu faire le dialogue sur les réseaux sociaux parce que justement on avait une chaîne de validation très très courte. Au PS impossible puisque de toute façon il y a 20 niveaux de validation. À l'UMP pareil. Front de gauche c'est différent parce que c'était les militants qui avaient la parole de A à Z quasiment de plus en plus pendant la campagne. Donc c'est eux qui parlaient. L'équipe de François Bayrou c'était la seule équipe de campagne qui en tant qu'équipe de campagne répondait individuellement 24 heures sur 24, quasiment 7 jours sur 7 sur les gens, sur Facebook, sur Twitter, sur Google+. On l'a fait aussi. On était vraiment présents à ce niveau-là. Excuse-moi, mais tous les candidats te diraient, les équipes de campagne te diraient exactement qu'ils ont fait ça de la même manière. Je ne pense pas, puisqu'on s'est vu sur d'autres débats. Peut-être que les délais étaient plus courts. C'est quand même une spécificité. Après, je dis pas que le débat rapporte et que la discussion rapporte en termes de voix. Donc, en termes de créativité, qu'est-ce qu'on retiendra de la campagne de Bayrou? Il y a eu des petits trucs rigolos comme le Konami Code. L'événement de la campagne et toute équipe web confondue, ça
a été quand même le Konami Code. Ça a été l'événement par Twitter, grâce à Twitter. Un petit peu ce Alors en fait, c'était une petite vidéo jeu qu'on avait dissimulée sur le site internet de François Bayrou, et il fallait composer un code avec son clavier, un Konami Code, pour l'afficher. On l'avait mise en ligne, je sais pas, 3 semaines avant qu'elle soit découverte, et il s'est trouvé que quelqu'un sur Twitter un jour est tombé sur ce code, a testé sur le site de François Bayrou, et ça a fait un effet boule de neige sur Twitter. Pendant toute la journée, tout le monde en a parlé. Les médias s'en sont saisis forcément juste derrière. D'abord les médias spécialisés, après les médias généralistes, et ça a fini par des articles du Time Magazine où on était assez surpris que ça ait fait. La presse japonaise s'en est saisie, la presse anglo-saxonne s'en est saisie, donc visiblement ça a été une vraie surprise. Arnaud Champremier-Trigano, vous, en termes de créativité, on a beaucoup parlé de la web-série. Ouais, la web-série a vraiment été le truc, en tout cas, mais moi je n'imaginais pas que ça allait être le point qui allait le plus focaliser. Je pensais que ce qui focaliserait le plus, ce soit le fait qu'on fasse un site de contenu type site d'info dont on n'est pas nous les producteurs de contenu. Que ce soit un contenu agrégatif qu'on éditorialise. Bon, la web-série a été plus observée. Moi, ce qui m'a marqué, il y avait l'appli qui a été... Enfin, là, on a ouvert le bal, hein, ça a été suivi derrière un petit peu, mais l'appli qui était bien. Et puis, on avait une quinzaine de milliers de cybermilitants comme ça, qui étaient beaucoup en zone rurale ou en zone comme ça, qui n'étaient pas en lien avec des réseaux militants traditionnels. Et donc, on s'est dit, c'est une vraie entrée pour ces gens-là qui ne savent pas comment s'engager dans la campagne. Et ils ont fait plein de trucs. Et puis, en termes de bataille online, ça a été la bataille pour coincer, pour provoquer le débat Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon à Parole des Actes, où on a beaucoup manœuvré sur le web avec des hashtags Le Pen a peur, puis avec des hashtags Soutenons France Télévisions, puis qui a obligé les uns et les autres et à l'inviter et elle à y aller, tout ça. Et donc c'est vraiment ça a été une bataille qu'on a menée sur le web, via le web, et qui a été... Voilà. On arrive au terme de ce débat des gazouilleurs. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Arnaud Champremier-Trigano? Vous prenez des vacances, vous allez voir un psy Là, je vais prendre des vacances un petit peu pour remettre tout ça au carré, puis on va réattaquer à la rentrée, et on va voir certainement continuer sur le web avec Mediascope dans la production de contenu. Voilà. Vous continuez dans la politique ou pas? Dans l'immédiat, non, mais on reste une agence engagée, et on espère bien continuer à suivre et accompagner la révolution ou les révolutions un peu partout en Europe. On va sûrement partir en Grèce ou en Italie dans l'année qui vient. Et donc vous, Mathieu Lamarre, c'est en route des vacances, pour mais après les législatives. D'abord les législatives, on prépare toute la web campagne et l'accompagnement de nos candidats du Centre pour la France. Et puis ensuite, effectivement, les vacances, et sûrement aller vers d'autres horizons aussi, puisque je n'étais pas là-dedans avant, et j'aimerais bien aussi retourner un peu dans mes premiers amours, qui étaient plutôt du côté des médias et de la presse. Ouais. On peut retourner après de l'autre côté? C'est tout le risque. C'est facile de passer des médias à la politique, repasser de la politique aux médias, c'est un peu plus compliqué. Donc ce sera le challenge pour moi cet été. Juste un petit mot, Benoît, vous, ça avait été quand même assez difficile en 2007. Juste après la campagne, il a fallu créer sa boîte pour rebondir. Moi je n'ai pas eu dépression. Non, justement, moi j'ai pas eu de dépression parce qu'en réalité, je suis passé directement de la campagne à la création d'une start-up. Et donc très honnêtement, je pense qu'en termes d'intensité de travail, en réalité, j'ai maintenu un rythme assez. Oui, mais dans la relation au candidat, quand même, ça n'a pas été facile. Non, bien sûr que non. Mais enfin, encore une fois, le gros problème, en fait, c'est le vide, c'est l'effondrement des tensions et du rythme. Et là, pour le coup, dans la création d'entreprise, on retrouve quelque chose qui ressemble un peu à la campagne. Merci à mes gazouilleurs du jour. C'est maintenant l'heure de Nettement Plus, la chronique numérique d'Aude Baron, rédactrice en chef du site du Nouvel Obs, Le Plus. Bonjour Aude. Alors qu'est-ce qui a fait débat cette semaine sur Le Plus, le nouveau président, j'imagine? Bien sûr, là c'est bien sûr l'élection de François Hollande. Et ce qu'on observe quand on fait un peu une synthèse des commentaires, c'est qu'il n'y a pas eu finalement d'état de grâce. Sur Le Plus notamment, il y a eu énormément de soutien à François Hollande. On aurait pu donc s'attendre naturellement à un enthousiasme. En fait, on assiste à une sorte de flottement, voire même à des réserves et des avis critiques.
Et alors manifestement, comment ça s'est concrétisé? D'abord, il y a eu des petites polémiques. On peut citer par exemple celle du jet privé qu'a emprunté François Hollande le soir de sa victoire pour relier Tulle à Paris. Et ses opposants n'ont pas manqué de souligner que c'était symboliquement pas forcément très habile de la part du leader d'un parti qui a passé son temps à critiquer le côté bling-bling de Nicolas Sarkozy. Il y a eu également la polémique sur la condamnation de Jean-Marc Ayrault, une autre polémique sur la candidature d'un socialiste face à François Bayrou qui avait pourtant soutenu François Hollande, ou encore lors du discours d'investiture, le petit tacle de François Hollande à Nicolas Sarkozy qui n'a pas pris le temps de lui rendre hommage. Et comment vous interprétez ces réserves alors? Finalement, on peut dresser en gros deux grandes directions. D'abord, ce qui confirmerait ce qu'on dit ici depuis quelques mois, c'est que François Hollande a quelque part été élu un peu par défaut grâce à la défaite de Nicolas Sarkozy. Et certains ont sorti leur calculette. Si on tient compte des votes blancs et de l'abstention, en fait, au total, François Hollande cumule moins de 40% des suffrages des inscrits. Donc, de fait, il est minoritaire. Et puis, surtout, et c'est là le point essentiel, c'est la vie politique classique a repris son cours. Après le duel, maintenant, on est face à un homme donc qui va être jugé sur ses actes, et surtout l'opposition est en train de se mettre en ordre de bataille. Donc après l'anti-sarkozisme, on voit se monter l'anti-hollandisme, et avec l'approche des législatives, nul doute que ça va faire que se renforcer. À voir dans les semaines à venir. Merci beaucoup Aude, et à dans 15 jours. C'est le clap de cette émission. Vous pouvez revoir ce numéro en VOD sur publicsénat.fr. Un grand merci aux équipes de Public Sénat, Laurane Elkabach et Emmanuel Ruimi. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de La Politique c'est net. En attendant, on se retrouve sur les réseaux.